Merci Carole. Ben, c'est vraiment un plaisir d'avoir Stéphane aujourd'hui. Et finalement, grâce au confinement, on arrive plus facilement à lui prendre un petit peu de son temps pour nous présenter toutes les choses intéressantes qu'il nous fait. Donc Stéphane, il y a beaucoup de choses à dire. Nous, ça fait 20 ans qu'on se connaît. J'ai vu son évolution en tant que photographe, peintre et rockstar. Hein, si vous allez voir Salt, le groupe Salt, avec un ancien des REM et Stéphane Chuc, vous trouverez son groupe. Mis à part ça, c'est un ancien de l'ISPED puisqu'il a fait le DEA en 1998 à l'ISPED et depuis, il a monté la CRO qui est spécialisée en épidémiologie et pharmacoépidémiologie qui s'appelle Capa Santé. Il y a pas mal d'années déjà, donc ils sont assez connus sur la place des CRO en épidémiologie. Et puis plus récemment, et c'est probablement pour ça qu'on l'a invité, il va nous parler de Capcode, donc une start-up, c'était une start-up, c'est peut-être plus une start-up maintenant, sur laquelle ils ont pas mal travaillé sur la santé numérique, avec des objets connectés. Il y a eu des prix de l'innovation associés à cette start-up. Et voilà, c'est vraiment pour ça qu'on l'a invité. Je pense que c'est vraiment une approche transversale pour nous à l'ISPED, avec les différentes composantes cliniques, méthodologiques et informatiques qui sont associées au big data et à tout ça. Donc vraiment, merci Stéphane de nous présenter, de nous partager ton savoir. Ben, merci beaucoup pour cette introduction. Alors effectivement, l'épidémiologie et le rock'n'roll, ça peut faire bon ménage. Et puis donc effectivement, le fait d'avoir fait un DEA, ça nous montre aussi l'âge qu'on a, puisque c'était au siècle dernier, effectivement, à Bordeaux. Moi, je suis vraiment ravi de participer. Merci pour cette invitation et de vous parler un peu de nouveaux types de données avec lesquelles on essaye de faire des choses. Donc, je vais surtout vous montrer des exemples d'applications et puis aussi des éléments de méthodologie, parce que c'est vrai que ça fait appel à des méthodes qui sont... alors, si on est du côté des data scientists, on va parler que c'est des nouveaux types de méthodes. Si on est épidémiologiste, ça reste jamais que de l'analyse de données et de l'analyse discriminante. Mais en tout cas, c'est donner des réseaux sociaux, puisqu'on va parler de ça sur un premier volet et sur les objets connectés ensuite. Ça reste deux nouvelles approches. Alors, il y a encore beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à valider, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, c'est une source fiable en épidémiologie? Est-ce qu'on peut s'en servir pour la santé publique? Donc, je vais vous montrer des exemples. Et donc, on parle effectivement aujourd'hui d'infodémiologie. Alors, c'est un terme un peu pompeux pour dire qu'on analyse des messages sur Internet. Mais en tout cas, c'est la contraction de information et d'épidémiologie. Alors, quelques mots, effectivement, mais Virginie a vraiment bien résumé mon parcours. Donc, moi, je suis médecin, épidémiologiste, ancien interne de santé publique. Donc, je me suis spécialisé à la fois en épidémiologie et en pharmacologie. Et donc, avec des collègues, on a créé effectivement Capa Santé en 2003. Donc, il y a une CRO, tout ce qu'il y a de plus classique sur des aspects pharmaco-épi, donc des études plutôt on va dire traditionnelles, mais qui sont des études de cohorte, des essais thérapeutiques, où on a une donnée bien structurée. Et puis en 2012, on a commencé à s'intéresser effectivement à ces données des réseaux sociaux, à ces données non structurées, parce qu'on avait l'intuition que dans les réseaux, dans ce que disaient les patients, on pouvait en tirer des insights et des informations utiles pour la santé publique. Alors, c'était un défi énorme à l'époque, hein, c'était il y a 8 ans déjà, avec des questions qui étaient assez basiques, mais déjà, est-ce qu'on pouvait euh, collecter ces données, puisque c'est des données qui sont absolument gigantesques, hein, enfin, on ne fera pas du shift dropping, mais tout à l'heure, vous verrez qu'en une minute, il y a des millions de messages qui s'échangent. Donc la question, c'était est-ce qu'on peut avoir des outils pour collecter ces messages et après pour traiter l'information qu'ils contiennent. Alors ça fait appel à des techniques de text mining, aujourd'hui aussi des techniques d'intelligence artificielle. Et puis je vais vous montrer un peu comment on s'y prend. Et puis on s'est intéressé aussi aux objets connectés, donc avec Connectine en 2014.
qui est un inhalateur connecté dans les pathologies respiratoires et qui nous permet d'avoir des données, là, cette fois-ci, très structurées, très précises. Alors, on travaille avec un comité scientifique où Bordeaux est bien représenté, et puis on travaille aussi avec Virginie sur pas mal de projets. Mais donc, on a travaillé beaucoup avec Bernard Bégaud et Christophe Tsuriot, puis également avec Bruno Falissard, sur ces aspects vraiment de traitement du texte, traitement des narratifs, traitement du texte libre, pour voir comment on pouvait analyser ces données. Alors, je vais commencer par quelques éléments de biblio autour du social media et de la santé. Donc effectivement, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur internet, hein. Là, vous avez les chiffres de 2018, ils sont un peu vieux, ça a dû augmenter beaucoup, mais en 60 secondes, il se passe énormément de choses. Et beaucoup de gens, donc en France, on estime que c'est environ 35% des internautes, aux US, c'est 50%. Les gens s'expriment vis-à-vis de leur santé, vis-à-vis des problèmes qu'ils rencontrent, vis-à-vis de leur traitement, vis-à-vis de leur parcours de soins. Et on considère, donc c'est vraiment de la patient centricity, que ces témoignages-là sont d'une certaine façon non biaisés par le fait que ben, les gens ne s'adressent pas à une autorité médicale de référence, mais discutent entre eux et justement sont affranchis un peu de cet effet blouse blanche qu'on connaît tous en épidémiologie, hein, quand on demande à quelqu'un si effectivement il fume du cannabis ou s'il boit du vin, on a tendance à minimiser nos réponses. Là, c'est une donnée, c'est une parole réelle des patients. Alors, quand on essaye de placer ces données-là dans le monde du real world data, donc vous voyez qu'on est forcément dans du non-experimental settings, donc on est quelque part entre les études observationnelles et les études dites plus marketing, mais on verra tout à l'heure que nous, on a essayé d'avoir vraiment l'approche la plus scientifique possible de ce social media. Et puis, il y a quand même de plus en plus d'études, il y a quand même de plus en plus de projets de recherche qui intègrent le social media, que ce soit uniquement le social media seul ou que ce soit en association avec d'autres types de données. Et nous, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup, hein, ce qu'on appelle les études multisources, qui sont ben, effectivement, si on a une cohorte, on a des données très structurées, si on peut faire du chaînage probabiliste avec le CNDS, on va encore avoir d'autres informations. Et si on peut avoir en plus les données de réseaux sociaux de ces individus-là, on va vraiment augmenter la palette des données disponibles. Et c'est des données qui se complètent beaucoup, puisque vous allez voir qu'on a un aspect qualitatif dans les réseaux sociaux qui est très intéressant. Historiquement, tout ça est parti de Google Fluid Trends, hein, vous vous souvenez, c'était il y a quand même plus de 10 ans, où en analysant les requêtes dans Google, en déduire que l'épidémie de grippe était là. Alors on parlera du Covid tout à l'heure, hein, on travaille beaucoup sur le Covid, mais à l'époque, effectivement, si vous tapiez fièvre, douleur musculaire, courbature dans Google, on pouvait en déduire que la grippe était là. Et donc, ils ont fait un modèle prédictif, hein, basé sur l'occurrence de ces mots-clés dans les moteurs de recherche. Donc, premier papier dans Nature pour montrer des courbes et montrer l'algorithme. Et puis, dernier papier dans Science pour dire que finalement, ça ne marchait pas si bien que ça, en raison de pollution des mots. Puisque là, effectivement, c'était une analyse quand même très basique, hein, on se basait simplement sur l'apparition d'un mot sans tenir compte de tout le contexte qu'il peut y avoir autour du mot. Mais historiquement, c'est vraiment ce qui a lancé l'intérêt. Alors à l'époque, on appelait ça du health crowdsourcing, qui était vraiment voilà, les informations qui venaient de la foule en termes de santé. Beaucoup d'équipes travaillent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une star dans le domaine qui est Nicolas Christakis à Harvard, qui a sorti un papier que je soumets à votre sagacité d'épidémiologiste, qui est que la mortalité décroît en fonction du nombre d'amis que vous avez sur Facebook. Alors bon, ils ont croisé des données de Facebook avec l'équivalent des données de santé aux US, et ils ont montré qu'effectivement, plus vous aviez d'amis sur Facebook, moins vous mourriez. Alors je vous invite à
à regarder ce papier et à trouver les biais potentiels qu'il y a dans ce papier. C'est un bon exercice. Mais en tout cas, l'association était significative. Et dans le doute, je vous conseille d'accepter toutes vos demandes d'amis Facebook qui sont en suspens. Alors bien sûr, les épidémies, on va en parler, on va en parler tout à l'heure. Donc, vous avez vu qu'il y avait la grippe. On sait aussi que Santé publique France utilise aussi Twitter comme un outil complémentaire de la surveillance de l'épidémie saisonnière de grippe. Ça repose sur la théorie des nodal networks. Donc, vous avez une illustration en bas à gauche où on a montré qu'effectivement, ça pouvait être relativement utile dans la grippe en complément d'un certain nombre de choses, et ça a été fait aussi dans la dengue, avec des résultats assez satisfaisants. Et puis bien sûr le Covid, donc là il y a vraiment une recrudescence de papiers social media et Covid. Là je vous en ai sélectionné deux. On utilise principalement Twitter et on verra tout à l'heure quel type de réseaux sociaux on peut utiliser pour faire de la recherche. Ils n'ont pas tous les mêmes qualités ou les mêmes inconvénients, mais en l'occurrence, pour tout ce qui va être euh, maladie avec des pics d'incidence ou des épidémies, Twitter est assez adapté. Donc, il y a beaucoup de travaux en ce moment sur Covid et Twitter, et je vous montrerai tout à l'heure une partie de nos travaux sur cette thématique-là. Puis ce papier-là qui est sorti il y a quelques années où l'OMS recensait finalement l'usage des réseaux sociaux en termes de surveillance de santé publique, ce qui pouvait être fait. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a des conditions, hein, ça repose principalement sur la pertinence des algorithmes que vous allez utiliser et surtout de leur validation métrologique, puisque vous savez que les algorithmes, on en entend parler partout, on entend juste un peu moins parler de leur capacité métrologique à identifier les phénomènes qui sont censés identifier. Mais si on a les bons algorithmes, on peut effectivement surveiller des pathologies, détecter des survenues de maladies, surveiller les symptômes. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits en ce moment sur Covid et symptômes, avec notamment l'anosmie et ses signes ORL qui ont beaucoup été décrits dans le monde occidental, mais qui étaient très peu retrouvés en Chine, par exemple. Et puis, vous allez voir que les réseaux sociaux sont un excellent moyen d'étudier les crises sanitaires ou de voir les réactions des gens à des campagnes de santé publique. On verra tout à l'heure des exemples dans la vaccination, notamment donc avec l'extension de la vaccination obligatoire. On peut vraiment mesurer dans les réseaux sociaux, faire des avant-après, parce que si ce n'est pas des données très structurées, en tout cas, on a une donnée très structurée qui est l'horodatage, à quel moment a été posté le message. Et on peut remonter dans le temps, faire des carottes glaciaires comme ça pour voir quelle était la valeur d'un signal en avril 2015 par rapport à un événement de santé, un changement de politique de santé ou le déploiement de nouvelles stratégies dans le monde de la santé. Alors, on sera accompagné par Edward Hopper aussi, que j'aime beaucoup, avec le rock'n'roll, effectivement, tout au long de cette présentation. Quelques mots sur les méthodes. Comment on s'y prend pour faire de l'analyse sur les réseaux sociaux. Donc la première interrogation qu'on doit avoir, c'est sur les sources. Quel type de réseau on peut surveiller et quelles sont les modalités d'accès à ces données, puisqu'effectivement, il y a des réseaux qui sont dits fermés, sur lesquels on ne peut pas accéder. Et puis, vous avez des réseaux comme Twitter, par exemple, où il y a une API, donc un programme informatique, qui vous permet d'interroger 1% de tous les tweets qui sont présents dans Twitter. C'est un peu comme le GB et le SNDS. Et sur ce 1%-là, vous pouvez faire des choses. Donc la typologie des réseaux sociaux en termes de santé, on a vraiment d'un côté tout ce qui va être forum de discussion. Alors celui qui est le plus connu en France, c'est Doctissimo, mais il y en a beaucoup d'autres. Et sur ces forums, on va trouver des messages assez bien rédigés par des gens qui connaissent leur pathologie, hein, le niveau médical moyen de nos concitoyens a quand même considérablement augmenté ces dernières années.
Bon, même si avec le Covid, là, on a quand même le sentiment d'un recul sur tout un tas de choses, notamment méthodologiques. Mais c'est un autre sujet qu'on abordera tout à l'heure. Mais en tout cas, les gens s'expriment parfaitement bien vis-à-vis de leur pathologie, vont écrire des messages assez longs en moyenne et vont très bien décrire leur état de santé, leur parcours de soins. À l'inverse de Twitter, ou sur Twitter, c'est des messages beaucoup plus courts, qui sont souvent très ironiques aussi, et l'intelligence artificielle se plante énormément sur tout ce qui est second degré et humour, dérision. On a encore des algorithmes un peu frustres à ce niveau-là. Facebook aussi, donc là on peut analyser uniquement ce qui est dit ouvert sur Facebook, c'est-à-dire que quand vous publiez un post avec un statut public, effectivement ce post peut être aspiré et peut être analysé. D'autres canaux intéressants, c'est aussi YouTube. Alors non pas tant par les vidéos qui sont présentées que par les commentaires que vous avez. Et puis Instagram, là aussi sur les commentaires. Donc là, vous avez un exemple d'un patient sous chimiothérapie. Donc là, la photo est un peu explicite. Il adresse un message de sympathie au cancer dont il est atteint, mais il décrit parfaitement bien son parcours de soins, le traitement qu'il prend, tous les effets qu'il ressent, et c'est ces témoignages-là qui vont nous intéresser. Alors on travaille en français, on travaille en anglais aussi, donc sur les plus gros forums américains hein, comme Reddit, IELTS ou autres, hein, et on est en capacité d'analyser tous ces messages-là. Alors, comment on va rentrer dans ces messages? On va fonctionner par des filtres et des stratégies en entonnoir. C'est-à-dire qu'on va souvent utiliser des équations de mots-clés pour identifier tous les messages qui vont comprendre ces mots-clés. Alors, quand vous travaillez sur un médicament, c'est relativement facile. Enfin, il faut quand même avoir un algorithme qui génère toutes les fautes d'orthographe possibles du médicament. Mais si vous travaillez, par exemple, sur des pathologies chroniques, il va falloir avoir l'indicateur de la maladie, tout le langage patient, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, c'est avec ces équations de mots-clés qu'on va aspirer tous ces messages. Alors, c'est effectivement les étapes qu'on a ici, donc l'extraction, on en parlait, une fois que vous avez ciblé les réseaux qui vous intéressent. Et encore une fois, parfois, il y a des réseaux sociaux auxquels on ne pense pas forcément. Nous, on a beaucoup travaillé sur la codéine avec le changement de prescription et le mésusage qui était fait de la codéine, hein, principalement par les adolescents. Et là où on a trouvé le plus de messages, c'était sur le forum jeuxvideo.com. Donc, a priori, on ne serait pas allé voir par là, mais effectivement, les adolescents s'échangeaient beaucoup de recettes à base de codéine sur jeuxvideo.com et il y avait une quantité d'informations extrêmement importante. Donc, une fois que vous avez identifié ça, vous faites votre équation de mots-clés, vous aspirez ces mots-là, donc tout en vérifiant quand même un certain nombre de choses. Hein. Il y a rarement des données identifiantes dans les messages, mais il faut quand même avoir des algorithmes d'anonymisation au maximum qui vont permettre de pseudonymiser ou d'anonymiser au maximum les messages. Et après, ces messages vont faire l'objet de traitements successifs. Donc là, c'est des techniques de text mining qui vont nettoyer les messages et qui vont l'analyser. Donc là, vous avez un exemple hein, à partir d'un tweet à droite, hein, où là, on s'intéresse aux complications des grossesses. Donc vous voyez que ce message est d'intérêt pour nous parce qu'il comprend un narratif autour de ça. Et donc les algorithmes vont flaguer les messages, vont permettre d'identifier que c'est bien quelqu'un qui parle à la première personne, ça c'est très important. Si on s'intéresse à des thématiques d'observance ou des choses comme ça, il faut qu'on soit sûr que le message provienne bien d'un patient et que ce n'est pas quelqu'un qui raconte une histoire d'un de ses proches ou autre. Et puis on va identifier des terminologies médicales pour flaguer tous ces messages-là. Alors nous, on a passé effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'années à transformer le langage patient, donc qui est un langage vernaculaire, qui est le langage de tous les jours des patients, en un langage médical de référence. Il y a beaucoup de synonymes, le français est une langue très riche, il y a beaucoup d'expressions idiomatiques,
Et donc, on a travaillé sur des algorithmes de codage qui vont permettre de coder en MEDRA. Donc, on utilise le dictionnaire MEDRA, ce que disent les patients. Alors, bien sûr, c'est un travail de longue haleine, puisque au départ, je me souviens de codage de quelqu'un qui disait j'ai pété les plombs et c'était codé en plombémie chez nous. Bon, effectivement, depuis on a appris, on a enrichi MEDRA avec tout ce vocabulaire potentiel. Donc là, c'est effectivement ce que je vous disais. Ces concepts médicaux vont être reconnus, vont être flagués, vont être codés en MEDRA, et après, on va avoir donc des algorithmes pour identifier un certain nombre de choses. Alors, ces algorithmes, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé dessus, on les a publiés, et puis il y a quand même une communauté de chercheurs qui travaillent autour de ces réseaux sociaux. Donc, on a un certain nombre d'algorithmes aujourd'hui qui sont efficients, comme identifier le genre. Bon, ça paraît trivial, mais c'est important de savoir si c'est un homme ou une femme qui s'exprime. Donc, c'est basé sur des analyses de vocabulaire, sur les accords des participes passés qui ne sont pas toujours maîtrisés. On a des algorithmes d'identification de l'âge aussi. Donc ça, c'est soit vous avez une notion dans le message de quelqu'un qui dit voilà, moi j'ai 40 ans, mais il y a aussi des algorithmes qui peuvent vous donner un âge en fonction de ce que vous écrivez. Il y a des dictionnaires qui vous disent ben voilà, en lisant ce message-là, c'est plutôt quelqu'un entre 20 et 30 ans, 30 et 40 ans, même s'il y a des vieux qui parlent comme des jeunes et inversement, il y a quand même une bonne concordance sur cet algorithme-là. Et puis, on va avoir des algorithmes autour de l'évaluation de la sévérité des pathologies, autour de la qualité de vie. On a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Sur les effets indésirables des médicaments, ça aussi, on a beaucoup travaillé sur ces aspects safety. Les détections de grossesse, les analyses de parcours de soins, tout ce qui va tourner autour du médicament et de sa prise, donc l'observance et les effets indésirables. Alors, juste un exemple pour vous parler quand même de la métrologie de ces algorithmes, et je pense que c'est très important de, de publier et d'avoir des idées sur la qualité de l'algorithme. Ici, on avait travaillé avec la NSM sur l'identification, par exemple, des prescriptions hors AMM des neuroleptiques dans l'anxiété. Voilà, la question, c'était est-ce que sur les réseaux sociaux, on identifie des gens qui disent ben, moi, je prends tel neuroleptique parce que je fais des crises d'angoisse. Donc, on a développé un algorithme pour ça, qu'on a confronté à un gold standard sur un échantillon. On a publié ces données-là. Donc, vous voyez que l'algorithme était excellent en termes de sensibilité. On avait 100% de sensibilité. Ça veut dire qu'on identifiait par détection automatique tous les messages où il y avait effectivement cette notion de je prends un neuroleptique pour une crise d'angoisse. Par contre, on avait une valeur prédictive positive très faible, ce qui fait qu'on ramenait beaucoup de messages. On savait que tous les cas étaient dans ce sac de messages, mais il fallait quand même revoir à la main un certain nombre de choses pour pouvoir lire. Et donc, comme ça, on a démontré qu'il y avait un certain nombre de choses. Mais cette démarche-là, je pense qu'il faut vraiment la faire pour tous les algorithmes. Et nous, tous les algorithmes qu'on va utiliser, on les valide versus un gold standard qui est de la lecture à la main. Et puis, bien sûr, toutes ces données-là, ben, on va avoir des data visualisations autour de ces informations-là. Alors, quelques exemples maintenant précis de ce qu'on a pu faire. Un des premiers travaux qu'on a fait avec la NSM, c'était autour du lévothyrox. Donc, ça représentait environ 8000 internautes qui s'étaient exprimés là-dessus. Et là, on avait possibilité de faire de la géolocalisation, donc on en parlera tout à l'heure. Pareil, là, il faut savoir qu'il y a des algorithmes qui peuvent géolocaliser si vous dites, par exemple, bah, voilà, moi, je suis de la région parisienne ou j'habite à Bordeaux. Tout ça peut être reconnu par un algorithme qui va vous géolocaliser. Et pour certains réseaux sociaux comme Twitter, c'est une information qui est dans les métadatas du tweet. Si toutefois, vous avez coché à un moment dans les règles d'utilisation de Twitter la notion de géolocalisation. Donc en termes d'épidémiologie, bien évidemment, c'est une information super importante d'avoir cette géolocalisation. Et nous, on arrive à l'avoir dans environ 60% des messages. Donc là, vous voyez que la France était allumée sur le lévothyrox de façon un peu globale. Il y avait une surreprésentation à Strasbourg parce que les gens allaient chercher l'ancienne formule en Allemagne. Donc là, ça discutait beaucoup.
Bordeaux était pas mal représenté, Poitiers aussi était surreprésenté, mais en fait parce que là, il y avait une association de patients qui était très active. Et donc, on a, avec des algorithmes, effectivement, identifié des pics d'effets indésirables à l'été 2017 qui étaient bien visibles. Et on a pu faire ce qu'on appelle donc de la détection de signaux s'il y a des pharmacovigilants dans le public. C'est vraiment la détection de signal avec des statistiques bayésiennes pour voir si l'effet indésirable est plus représenté avec ce médicament-là qu'avec un autre. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant sur les réseaux, c'est que on peut suivre d'année en année ou de trimestre en trimestre ou de mois en mois l'évolution de ce signal. Donc là, vous avez un exemple, notamment sur la chute de cheveux. On voyait que c'était devenu un signal très positif et statistiquement significatif, alors que les années d'avant, il était plus faible et moins significatif. D'autres exemples sur la codéine, par exemple, donc le 12 juillet 2017, il y a eu un arrêté qui remettait sur prescription médicale la codéine. Et là, en travaillant avec l'Observatoire français des médicaments antalgiques, la question était est-ce qu'on peut faire un avant-après l'arrêté pour voir de quoi les gens discutaient autour des réseaux sociaux sur la codéine. Et donc là, c'est ce que vous avez sur les barres noires, c'est après l'arrêté. Les barres oranges, c'est avant. Donc, on a des algorithmes pour identifier les sujets de discussion sur les réseaux sociaux. Et donc là, vous voyez qu'il y avait une explosion des discussions autour du sevrage immédiatement après l'apparition de l'arrêté. Parce que beaucoup de gens, dépendant de la codéine, mettaient en place des stratégies pour pouvoir récupérer un maximum de boîtes de codéine. Et pareil, là, en termes de détection de signaux, et que la pharmacodépendance était quelque chose de très important sur les réseaux. Alors après, on peut utiliser toutes ces techniques de safety pour faire des espèces de tableaux de bord de sécurité des médicaments. Donc là, c'est un travail qu'on a fait sur le paracétamol, où on peut donc identifier de quoi les gens parlent autour du paracétamol, quels sont les signaux, quels sont les effets indésirables, et quels sont les mésusages de ces produits-là. On a des algorithmes qui peuvent repérer si quelqu'un qui dit prendre un médicament, dans ce qu'il raconte, est-ce que c'est compatible ou non avec l'AMM du produit. Et c'est vrai que ça, c'est une de nos activités de, 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 de plus en plus développée, qui est le cadrage sur les réseaux sociaux, le dépistage des mésusages de médicaments. Alors, un autre exemple, c'est la vaccination. Vous savez que sur les réseaux sociaux, c'est un terrain extrêmement favorable aux discussions autour de la vaccination. Donc, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a travaillé sur des algorithmes classants qui permettent, à partir du moment où vous avez le mot vaccination dans un message, de voir si c'est plutôt quelqu'un qui est pro-vaccin, quelqu'un qui est anti-vaccin ou quelqu'un qui est hésitant vaccinal. Et c'est finalement cette catégorie de personnes qui va nous intéresser le plus en termes de santé publique, c'est les hésitants vaccinaux. On sait que les antivax, on ne peut plus rien pour eux, j'ai envie de dire. Mais par contre, les hésitants vaccinaux, c'est là qu'il faut faire un maximum d'efforts de pédagogie. Et donc, cet algorithme-là permet de classer en 3 catégories tous les messages de vaccins. Et donc, on a des plateformes où on peut suivre la discussion autour de ces catégories de personnes, l'évolution temporelle des nombres de messages sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez qu'il y a des vagues, il y a des vagues anti-vax, il y a des vagues d'hésitation vaccinale, et on va pouvoir faire des analyses en utilisant ces filtres-là à chaque fois, et d'identifier les thèmes de discussion. Voilà. Pourquoi les gens hésitent à se faire vacciner? Dans les réseaux sociaux, on a une partie seulement de la réponse, mais les gens vont exprimer les motifs de leur hésitation, et c'est des choses qu'on peut vraiment suivre quasiment automatiquement une fois que vous avez les bons algorithmes, et on peut vraiment faire de la surveillance de cette hésitation vaccinale, voir s'il y a des nouveaux thèmes qui apparaissent, voir s'il y en a qui disparaissent, et ajuster comme ça en permanence les discours de santé publique. Donc là, vous avez par exemple un algorithme sur notre plateforme autour de la vaccination anti-HPV, où on a les motifs de l'hésitation.
c'est l'impact de l'information. Les gens ne trouvent pas d'informations ou sont en manque d'informations. Les injections, les gens ont peur des injections. Bien sûr, les pathologies auto-immunes, hein, la sclérose en plaques est encore très présente dans l'imaginaire collectif de la vaccination en France. Et puis comme ça, vous pouvez remonter jusqu'au verbatim précis de l'hésitation vaccinale. Et puis encore une fois, géolocalisation, effectivement, on peut faire de la cartographie relativement précise. Encore une fois, c'est environ 50% des messages qui peuvent être géolocalisés, mais on peut faire comme ça des cartes de France et coupler ça avec d'autres informations. Alors, je n'ai pas pu résister à vous donner quelques exemples autour du Covid et d'un certain nombre d'études qu'on a pu faire. Donc, on a travaillé par exemple sur Stop Covid, l'application développée pour traquer le Covid. Donc, vous voyez que on a deux pics d'âge. On a des gens plutôt jeunes et des gens plutôt vers 50 ans qui se sont exprimés. Autour de cette application-là, avec une évolution temporelle assez nette autour de tout ce qui a pu être discuté autour de cette application-là, puis donc des sentiments plutôt négatifs quand même autour de ça. Donc ça, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'analyse de sentiments ou l'analyse des émotions sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de dictionnaires qui sont en place pour évaluer la tonalité d'un message. Est-ce que c'est une tonalité plutôt positive, une tonalité plutôt négative? Et puis vous voyez que l'algorithme, il plante quand même pas mal de fois, parce que dans 54% des cas, il n'arrive pas à trancher entre positif ou négatif. Donc il va dire que c'est neutre, mais c'est des techniques qui évoluent beaucoup. Microsoft notamment travaille énormément sur ces algorithmes-là, et c'est des algorithmes qui progressent de jour en jour. Mais là, en l'occurrence, effectivement, le sentiment était plutôt négatif. Et puis, quand vous rentrez plus dans le détail, vous pouvez avoir des opinions et regrouper les messages entre eux. Donc, vous voyez que là, le rejet de l'application du sentiment de manipulation, ça représentait 16% des messages qui s'exprimaient autour de Stop Covid. La contestation de la sécurité des données personnelles, projet désastreux, menace la liberté. Donc tout ça, effectivement, on peut l'analyser et surtout, on peut le suivre au cours du temps pour voir les évolutions. Et là encore, on peut faire de la géolocalisation. Donc sur le Covid, effectivement, on travaille beaucoup. Donc voilà le genre de résultats qu'on peut avoir. Ça, c'est tous les tweets qui ont été analysés pendant la période de confinement en France. Donc, c'est tous les sujets de discussion. Et après, on va rentrer, donc toujours cette stratégie en entonnoir, si un sujet nous intéresse, on va rentrer dans un des segments de l'arc et analyser plus finement et précisément ce qu'il y a autour. On a travaillé aussi en chinois. Alors, si vous voulez voir comment on dit coronavirus en chinois, c'est dans ce tableau-là. Le lockdown en chinois, ça s'écrit comme ça. Et on a fait une comparaison des réseaux sociaux français et chinois à des moments identiques de l'épidémie. Et là, on est en train de tenter Nature pour publier ça. On est en train de travailler très dur dessus. Mais là, ça représente des centaines de milliers de personnes qui se sont exprimées autour de ça. Donc voilà des exemples aussi de visualisation. Là, vous avez tous les thèmes de discussion sur les réseaux sociaux pendant le confinement en France, en partant du 10 mars jusqu'au 11 mai, donc par tranche de temps. Donc, vous voyez un peu les choses qui ont été discutées, qui peuvent être regroupées en 4 catégories, donc sur des questions autour de la situation épidémique, des questions d'information scientifique, des questions de mesures du gouvernement ou des questions autour de la solidarité entre personnes. Et donc, chacun des petits cadres représente ce qu'on appelle un topic, un topic modèle, donc un sujet de discussion qui a été abordé de façon suffisamment volumineuse pour être identifié par des algorithmes. Et donc, ça nous permet d'étudier ça.
Alors d'autres exemples, hein, on peut travailler sur des ressentis de patients en cancéro. On peut faire de la qualité de vie et comparer par exemple des échelles de qualité de vie en cancérologie. Est-ce qu'on retrouve bien toutes ces dimensions de qualité de vie dans les messages? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a publié à l'ISPOR au dernier congrès, où on montrait qu'il y avait quand même des trous dans la raquette, hein, sur ces échelles de qualité de vie. Il y a des sujets discutés par les patients dans les réseaux sociaux qu'on ne retrouve pas forcément dans les questions des questionnaires de qualité de vie. Voilà, donc une conclusion très provisoire sur ces analyses, c'est que ça permet d'apporter quand même de l'information, toujours de la perspective du patient, qu'aujourd'hui les technologies sont relativement matures, hein, pour pouvoir identifier des choses avec un intervalle de confiance dans ce qu'on identifie relativement satisfaisant. Alors bien sûr, on ne fera jamais de causalité sur les réseaux sociaux, c'est évident. Donc d'ailleurs, ça pose la question de la représentativité des individus sur les réseaux sociaux. On sait qu'elle n'est pas bonne, on sait que les réseaux sociaux, en fait, de la validité externe à partir des réseaux sociaux, ça ne va pas être terrible quand même, mais ils sont au moins représentatifs d'eux-mêmes. Et souvent, on a des grosses volumétries, hein, sur le confinement et le Covid. On est sur 150 000 individus qui se sont exprimés, donc ils sont au moins représentatifs d'eux-mêmes. Et puis l'intérêt quand même, c'est aussi que ces algorithmes peuvent être automatisés une fois que vous les avez bien validés et qu'on peut surveiller au cours du temps les choses. Le temps passe très très vite. Heu, Quelques mots quand même sur les objets connectés, si j'ai encore 4 ou 5 minutes, heu, pour continuer. Donc je vais vous parler un petit peu de cet inhalateur connecté, qu'on a développé dans l'asthme. Alors tout ça, ça vient aussi des études épidémiologiques qu'on a pu faire autour de l'asthme. On s'est aperçu qu'on manquait toujours d'informations autour de la crise d'asthme. Hein, donc on a développé des outils métrologiques extrêmement élaborés qui étaient des carnets papier où on demandait aux patients d'écrire le moment où il avait fait une crise et s'il se souvenait à peu près de ce qui s'était passé à ce moment-là. Et le numérique nous a permis d'imaginer des solutions beaucoup plus précises, donc comme ce boîtier qu'on a développé, donc qui est compatible avec tous les aérosols doseurs du marché, et donc qui va, à chaque fois que le patient va utiliser sa ventoline ou un traitement de secours, va enregistrer l'information. Et c'est cette information-là qui va pouvoir être traitée, analysée, placée sur une carte. Donc vous voyez que là, il y a une application smartphone qui va avec. On va avoir là de la géolocalisation extrêmement précise, hein, puisque ça va être la géolocalisation du smartphone. Et on va pouvoir mutualiser ces informations-là et avoir un traçage du recours au traitement intéressant. Et donc là, en l'occurrence, dans l'asthme, effectivement, si vous recourez à votre traitement de secours, c'est qu'a priori que vous n'allez pas bien et que vous êtes potentiellement en train de débuter une crise. Donc la corrélation entre le fait de prendre le traitement et l'événement de santé est assez forte dans l'asthme, ce qui permet d'avoir des études extrêmement intéressantes. Donc voilà, des exemples aussi de ce calendrier numérique qui va enregistrer toutes vos crises, savoir si c'était le jour, la nuit, quel était le degré de pollution autour de l'endroit où vous avez activé votre traitement, quel était le niveau de pollinisation. Là encore, je parlais d'études multisources en introduction, mais effectivement, on va pouvoir croiser ces informations-là avec de l'open data, avec de l'open data de la pollution, de l'open data de la météo, de l'open data de la pollinisation, et ça va nous permettre de contextualiser ces survenues de crise. Alors, en pratique courante, en recherche, comment on peut se servir de ces outils-là? Là, on a été intégré dans un vaste projet européen là-dessus, donc avec une douzaine de pays qui vont équiper des patients asthmatiques de ce système-là, avec une application pour créer des systèmes experts d'aide à la décision basés sur vraiment ce qui est observé en termes de recours au traitement
et en termes de connaissances médicales du patient. Et donc, ça apporte, dans le cas de l'asthme, mais aussi dans le cas de beaucoup d'autres pathologies, une information très précise, très dynamique dans le temps autour de la prise de traitement. Et ça permet de développer des approches expertes d'aide à la décision des médecins basées sur l'observation. Dernier exemple, et je m'arrêterai là après, c'est effectivement l'activité physique et le psoriasis. Il a été démontré que plus vous aviez d'activité physique, quand vous avez du psoriasis, ben, les choses avaient tendance à s'améliorer. Encore faut-il l'objectiver. Donc ça, on peut l'objectiver avec des objets connectés très simples, hein, comme des trackers d'activité, des montres connectées. Et donc c'est ce qu'on fait en ce moment dans une cohorte où on a équipé des patients psoriasis d'une montre connectée pour pouvoir les suivre dans le temps et croiser l'information de l'objet connecté avec des données cliniques purement dermatologiques, de sévérité du psoriasis. Et au terme de cette étude-là, donc on pourra voilà, faire une corrélation objective de l'activité physique mesurée par un capteur. Alors bien sûr, ça demande des infrastructures informatiques un peu complexes. Donc là, je vous ai mis la version simplifiée du cheminement des données à travers cette étude, donc à travers un IPRO, un ICRF, les données de la montre et comment on va pouvoir implémenter tout ça dans une base de données unique pour en faire des informations. Voilà, j'arrive au terme. J'étais un peu long, je suis désolé, mais il y a beaucoup à dire autour de ça. Et donc, si vous avez des questions ou des remarques, je serai très heureux d'y répondre.